à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie, à la micronutrition et donc d'ailleurs un grand merci à vous tous. On a dépassé les 300 000 plays, ne serait-ce que sur Spotify. Il y a d'autres plateformes audio où nous sommes présentes, mais bon, NutriCast c'est environ 8000 écoutes uniques par émission, donc on est très contents et merci à vous de nous écouter et de nous rejoindre chaque jour dans nos aventures auditives, puisque nous rencontrons pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent et qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez et nous discutons également avec les autres acteurs de la nutraceutique et parmi eux les agences, des experts qui accompagnent les marques, que cela soit d'un point de vue stratégie marketing, communication ou réglementaire. Et l'une des agences les plus reconnues s'appelle Nutrikeo et nous sommes donc aujourd'hui avec son fondateur et dirigeant Grégory Dubourg. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Alors votre mission principale chez Nutrikeo, c'est d'accompagner les marques dans la transition nutritionnelle, alimentaire et nutraceutique et c'est précisément d'ailleurs ce dont nous allons parler aujourd'hui, la transition nutraceutique, car de plus en plus de marques lancent leur propre programme de compléments alimentaires. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi? Qui est concerné? Et quelles conséquences pour le consommateur? On va voir cela avec vous Grégory, mais auparavant rappelez-nous un petit peu comment est né Nutrikeo. Alors en fait, j'ai créé Nutrikeo il y a maintenant 12 ans, après une dizaine d'années d'expérience en marketing, dans des laboratoires de compléments alimentaires, dans des boîtes agroalimentaires et dans des labos pharma. Et donc j'ai décidé de croiser mes expertises à la fois de marketing et de communication et de nutrition, puisque je suis ingénieur nutritionniste d'AgroParisTech, au service de tous les acteurs qui s'intéressent à cette filière nutrition santé. Ouais, et on voit qu'il y en a de plus en plus, donc vous avez un portefeuille client là qui s'élargit. Vous êtes nombreux là maintenant chez Nutrikeo, enfin de plus en plus en tout cas. Oui, c'est ça. On est une équipe de 25 personnes en croissance régulière tous les ans. Et c'est vrai qu'on a une diversité de clients avec énormément de secteurs d'activité avec qui on travaille. Oui, et on va le voir de plus en plus. Et donc l'accompagnement, il se fait aussi bien en termes de marketing, de stratégie, d'arrivée sur le marché. Est-ce que vous faites aussi de l'aide réglementaire ? Alors la partie réglementaire pas trop, puisque c'est vraiment l'expertise de certains cabinets qui sont dédiés à ce domaine-là. Nous on fait vraiment tout ce qui est en amont du processus marketing, donc des études, de la veille de tendance. On fait du processus d'innovation, de l'accompagnement sur du développement de nouveaux concepts, de la formulation. On fait également de l'accompagnement sur le positionnement marketing et la stratégie créative des marques. Et enfin, on a une activité importante d'agence de communication B2B, B2C, professionnels de santé pour toutes ces marques. Bien, alors on va donc parler de transition nutraceutique avec vous, Grégory, aujourd'hui. Et la première question, toute simple, qu'est-ce que la transition nutraceutique ? Alors la transition nutraceutique, c'est un concept qu'on a développé chez Nutrikeo pour expliquer cette idée qui est stratégiquement très très forte que finalement, presque tous les secteurs d'activité aujourd'hui s'intéressent au secteur des compléments alimentaires, qui est véritablement, comme vous le disiez, à la croisée des chemins du food, de la pharma, du monde de l'ingrédient, mais aussi de la cosmétique et de la nutrition animale et parfois même de la distribution. Et en fait, le complément alimentaire est en train de cristalliser de nombreuses stratégies à la fois d'innovation, mais aussi de croissance externe de tous ces acteurs, qu'ils soient des PME, mais aussi des multinationales. Donc on voit qu'il y a un enjeu stratégique très très fort autour du marché des compléments alimentaires à l'échelle mondiale et qu'aujourd'hui tout le monde va dans cette direction et tout le monde converge vers cet univers de la Nutra. Voilà, donc c'est un enjeu avant tout de marché, de positionnement, donc économique. Et encore une fois, c'est rare sur Nutricast qu'on va un peu de l'autre côté, qu'on s'attache pas au produit ou à définir ou à s'attarder sur soit une pathologie, soit un ingrédient, soit une plante. Là, on est un peu de l'autre côté, mais c'est important, je trouve, de connaître ces enjeux parce que ça va aussi influencer finalement le consommateur dans ses achats. C'est un petit peu le but. Et là, de plus en plus de marques arrivent sur le marché. Il y a des marques plutôt labo qui arrivent sur le marché, des marques de médicaments qui se positionnent. Et on peut sourire aussi parce que nombre de ces marques tapent régulièrement d'ailleurs sur les compléments alimentaires. Donc là maintenant peut-être que du coup ça va assouplir un petit peu leur point de vue sur ce secteur. Et puis donc des marques food, on va aussi également en parler qui arrivent sur le marché et qui est donc du coup concerné. Là il y a deux typologies clairement d'acteurs que je viens de définir, mais est-ce qu'il y a que cela et est-ce que vous pouvez nous les détailler un peu plus ?
Oui, alors nous, on a défini 6 secteurs d'activité qui sont en train d'opérer une transition nutraceutique. Donc, il y a le premier que vous avez évoqué qui est assez légitime, qui est le secteur food. Donc, en fait, tous les géants de l'agroalimentaire sont en train de s'intéresser aujourd'hui aux compléments alimentaires, soit en innovant, en créant des marques, soit en rachetant des marques ou des groupes de laboratoires avec des marques de compléments alimentaires dans le monde. On peut citer comme exemple récent le groupe Nestlé qui a racheté des portefeuille de marques comme Atrium Innovation au Canada ou bien la start-up de personnalisation Persona aux États-Unis. On a également Unilever, qui est une multinationale des produits de grande consommation qui a racheté récemment Oli, une marque de gummies aux États-Unis, et Smarty Pants, une autre marque de compléments alimentaires l'année dernière. Donc on voit que ça bouge très très fort, y compris chez des multinationales de la grande consommation. Et en fait, les gens du food sont hyper légitimes sur ces sujets de la nutrition parce que pour certains, ils ont été précurseurs sur les thématiques. Je pense à des groupes comme Danone qui ont été précurseurs dans les aliments fonctionnels avec Actimel ou Unilever avec des margarines comme Fruits d'Or Proactive. Ce côté lifestyle des compléments alimentaires les intéresse énormément et c'est tout le volet mass market des compléments alimentaires qu'ils vont essayer de développer. Voilà. Oui, alors oui, on va revenir peut-être effectivement sur Danone qui était précurseur, ça fait quoi, 25 ans avec Actimel, et ils alléguaient sur les probiotiques, etc. Pour autant, est-ce que c'est vraiment eux qui ont mis en lumière la flore intestinale ou est-ce que c'est plutôt récemment, parce que ce sujet il a fait un bond en avant il y a vraiment moins de 5 ans en réalité. Ce gros sujet aujourd'hui du microbiome et du microbiote, est-ce que ça a été plutôt mis en avant par les laboratoires déjà présents sur le marché et puis de plus en plus d'études qui prouvaient, et est-ce qu'on ne peut pas se demander si finalement pendant 25 ans Danone n'a pas fait que du marketing? Alors le microbiote et les probiotiques, c'est un très bon exemple parce que montre bien un secteur qui est à la convergence de plein d'autres. Et typiquement sur cette thématique, sur les probiotiques, Danone a été précurseur puisque les premiers probiotiques qui ont été marketés, c'était Actimel, Activia sur les défenses immunitaires ou sur le transit. Donc ils ont fait un gros travail, effectivement marketing, branding, mais aussi d'études et de sciences, parce qu'il y a eu quand même pas mal de sciences développées par Danone là-dessus à l'époque. Mais entre-temps, le microbiote, c'est devenu aussi intéressant pour des labos pharma tels que Biocodex, pour des labos de pure players du complément alimentaire comme Pilège, qui est devenu l'expert du microbiote en pharmacie en France, et puis pour des marques de compléments alimentaires un peu plus grand public comme Bion 3. Donc on voit que sur une thématique commune comme ça, à la convergence de toutes les autres, on peut retrouver énormément de stratégies différentes et que finalement, tout le monde y trouve son intérêt à un moment donné. Alors, vous avez donné des exemples de rachats, notamment de boîtes américaines, et on sait que sur le complément alimentaire, les États-Unis, c'est 2 décennies d'avance sur la France. Est-ce que, pour la France, le phénomène de transition nutraceutique, il est valable? Est-ce que c'est pas du coup tout trop tôt? Est-ce qu'on peut monter dans le train en marche ou rattraper un petit peu les années de retard qu'on a à ce sujet? Non, alors il est jamais trop tard. Au contraire, c'est justement en ce moment que la transition nutraceutique est en train de s'accélérer. Et c'est pour ça que chez Nutrikeo, on l'a conceptualisé sous ce wording-là. C'est que le marché arrive à une maturité suffisante pour intéresser toute cette diversité d'acteurs, y compris des multinationales qui auparavant ne s'intéressaient pas au marché des compléments alimentaires parce qu'ils le jugeaient trop peu réglementé et trop confidentiel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est devenu un vrai marché de grande consommation. Par exemple, en France, moi j'aime bien citer cet exemple, le marché des compléments alimentaires, c'est aussi gros que le marché des biscuits. Donc c'est un vrai marché de grande consommation, éclaté sur plusieurs circuits, c'est vrai, mais c'est un vrai marché à part entière. Donc aujourd'hui, cette transition, on va continuer de l'observer. Je peux citer l'exemple peut-être d'un deuxième secteur qui s'y intéresse fortement, qui est la pharma. Et on a des exemples justement en France de laboratoires pharmaceutiques qui sont en train d'opérer cette transition. Je peux citer par exemple Boiron, donc laboratoire spécialiste de l'homéopathie, qui a commencé à stretcher sa marque Boiron sur des compléments alimentaires, notamment probiotiques, pas plus tard que cet automne. Et on peut également citer Sanofi, qui a développé des vrais business units de marques de compléments alimentaires. Donc, par acquisition dans le passé avec la marque Nobiol, qu'ils ont depuis cédé, mais également par création de marque avec notamment la marque Nova Nuit, qui est devenue entre-temps leader du segment du sommeil.
D'accord. Alors, deux choses sur ce que vous venez de dire, Grégory. La première, concernant Boiron, on sait que bon, ils ont dû faire face à des remboursements de soins de homéopathie. Donc, du coup, ça a été un petit peu activé un autre levier. Est-ce que c'est juste une stratégie de compensation ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour le complément alimentaire et pour la recherche d'efficacité d'ingrédients? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, alors en effet, pour les laboratoires pharma, il y a plusieurs motivations stratégiques à aller vers le complément alimentaire. Il y a l'une des motivations, il est vrai, c'est les déremboursements de médicaments, qu'ils soient, on a eu les vénotoniques, on a eu les immunostimulants, les magnésiums qui ont été déremboursés. Donc, ça crée un espèce de vase communicant du médicament remboursé vers l'OTC et de l'OTC vers le complément alimentaire. Mais par ailleurs, les laboratoires s'y intéressent aussi parce que sur les compléments alimentaires, il y a de plus en plus de sciences, il y a de plus en plus de professionnels de santé qui s'y intéressent et qui prescrivent ou à minima recommandent ces produits-là. Donc, ils se sentent dans un univers connu et ils sont capables, les laboratoires, de déployer leur stratégie de vente et de marketing qu'ils ont l'habitude de faire auprès des professionnels de santé. Donc, ils sont tout à fait légitimes, à la fois auprès des pros de santé, mais aussi au niveau de la distribution en officine. Ils sont tout à fait légitimes pour aller sur ce marché. Et ce sont des vrais relais de croissance aujourd'hui, c'est clair. Et alors, est-ce que ça peut pas, on discute librement, on me dit si je dis n'importe quoi, mais moi j'ai l'impression, alors c'est qu'une impression, mais que ça peut dévaloriser ou déprécier un peu, décrédibiliser ce marché du complément alimentaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je parle des gros labos. Là, vous m'avez cité Sanofi, peut-être donc voilà d'autres gros labos qui vont sortir leur marque de complément alimentaire. Mais quand on est utilisateur de compléments alimentaires, c'est parce qu'on a envie de s'éloigner un peu du médicament. On est dans une démarche un peu plus naturelle et justement de s'éloigner un peu de ces gros laboratoires dont on ne sait plus trop quoi penser. Et surtout dans un contexte sanitaire aujourd'hui, on se dit oulala. Voilà, c'est très 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 touchy aujourd'hui. Est-ce que ces labos qui demain vont lancer leur marque de complément alimentaire, le consommateur va se dire bon bah finalement c'est bonnet blanc, blanc bonnet, complément alimentaire, c'est tous les mêmes finalement. Oui, alors c'est vrai qu'il y a ce risque du consommateur qui va avoir une mauvaise vision d'un gros labo pharma qui se lance sur le marché. Donc forcément, ce sera moins attractif que une petite PME française experte du complément alimentaire. Mais ça n'empêche que ça répond à un vrai besoin et une vraie évolution du marché qui est en train d'évoluer d'un côté. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle cette dichotomie qui est en train de s'accentuer avec d'un côté des produits qui sont très lifestyle, très grand public, avec des modèles de communication sur les réseaux sociaux et autres, et de l'autre côté des produits qui vont être très médicaux, très cautionnés par les professionnels de santé. Et là, typiquement sur cet angle-là, c'est clairement les laboratoires pharma qui sont les mieux placés pour être crédibles et légitimes sur cet aspect-là. Donc valoriser des études cliniques, pourquoi pas aussi valoriser une connaissance des plantes, hein. Les plantes, c'est aussi originaire de la pharma et tout ce qui est apothicaire et autres, voilà, ça vient de là. Donc les labos pharma sont également très très crédibles là-dessus. Et après, les labos pharma, ils vont aussi avoir la capacité d'aller sur des segments, des catégories de produits qui seront très sérieuses et où la recherche de naturalité sera peut-être un peu moins importante. Je pense à un segment en particulier qui est l'ophtalmologie. Aujourd'hui, on a toute une catégorie de compléments alimentaires qui adresse notamment les dégénérescences de la rétine. Et ça, ce sont vraiment des produits qui sont prescrits par les ophtalmos, qui sont vendus par des labos pharma parce qu'il y a une sorte de vide thérapeutique sur ces pathologies-là. Et donc là, on est dans quelque chose qui est très médicalisé. Mais il y a aussi de la place pour ces produits-là. D'accord. Alors, Grégory Dubourg de l'agence Nutrico, vous ne bougez pas, ou alors très peu. On marque une petite pause et on revient tout de suite. Nutricast aujourd'hui avec Grégory Dubourg, PDG de l'agence Nutrikeo. On parle de transition nutraceutique. Alors, moi je trouve que c'est des conversations qui sont intéressantes parce que voilà, on peut voir les différents acteurs du marché des compléments alimentaires, les futurs nouveaux arrivants, les acteurs déjà en place, on va en parler parce que ça va un petit peu bousculer peut-être leur positionnement. Et alors, je vous disais tout à l'heure, pour me faire un peu l'avocat du diable, en tout cas dire est-ce que ça va pas décrédibiliser le marché du complément alimentaire. Et en réalité aussi, ça peut surtout le porter vers le haut et le démocratiser encore plus, parce qu'on sait que les gros labos, il y a quand même un lobby en réalité sur certains ingrédients du complément alimentaire, sur certaines allégations qui sont réservées qu'à des médicaments, et du coup peut-être que les gros labos qui s'y mettent, ils vont être un petit peu moins agressifs envers leurs cousins, on va dire, du marché du complément alimentaire.
Oui, je pense. Et en fait, ça, c'est une stratégie défensive dans laquelle ils ont pu rentrer pendant pas mal d'années, de se dire on va faire des compléments alimentaires des ennemis et donc on va les attaquer. Mais en réalité, je pense que maintenant, le marché il est devenu tellement important et tellement crédible aux yeux des patients et des professionnels de santé que maintenant, c'est plus un ennemi, c'est devenu une cible stratégique pour faire des acquisitions, de l'innovation, et que les labos se rendent bien compte qu'ils doivent faire partie de ce mouvement, sinon ils vont passer complètement à côté s'ils sont seulement en position défensive. Ouais, c'est clair. Alors là, il y a une contradiction qu'on vit en ce moment même, en tout cas il n'y a pas très longtemps, puisque alors, on sait que le marché du complément alimentaire se porte quand même plutôt pas mal, on va le dire, qu'il est de plus en plus connu et qu'il y a de plus en plus de produits qui se vendent. Mais au demeurant, on a l'impression quand même que le marché, il n'est pas forcément encore bien compris déjà par le législateur. Et un exemple là très frais sur ce projet de loi européen visant à interdire l'aloe du complément alimentaire. Et l'aloe qui, depuis des années et des années, est reconnu pour ses vertus, qu'on peut encore d'ailleurs utiliser dans le food. Mais pas pour le complément alimentaire. Il y a encore quand même, on va voir cette année encore, ça va bouger sur la levure de riz rouge. Enfin, il y a plein de freins qui sont mis par le législateur. Oui, et là probablement qu'on peut y voir, comme vous l'évoquiez juste avant, le lobby de l'industrie pharma qui essaye de défendre les médicaments anti-cholestérol, les médicaments pour la digestion et autres. Mais là aussi, je pense que c'est une vision arriérée et que demain, ça va forcément devoir évoluer parce que on va devoir intégrer tous ces produits naturels dans une démarche de santé globale. Alors c'est vrai qu'on est toujours un peu sur le fil de rasoir d'un point de vue réglementaire puisqu'on est très très proche parfois du médicament, mais n'empêche que tant qu'on reste sur des produits naturels, etc., il y a une vraie demande des consommateurs pour utiliser ces produits-là. D'accord, on verra vraiment comment ça va évoluer, hein, mais c'est vrai, peut-être que ça fait partie de stratégies de lobbying qui ont été mis en place il y a quelques temps et qui aujourd'hui sont un peu obsolètes, mais on va jusqu'au bout des choses maintenant et qu'on est en train de peut-être de tisser finalement et de faire des nœuds qu'on va devoir soi-même après dénouer parce qu'on va lancer sa marque de complément alimentaire. On se dit, bah tiens, finalement, l'aloe, c'était pas une si mauvaise idée. Mais enfin, c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe en ce moment hein, dans le marché sur l'interdiction de certains ingrédients. Et on verra aussi cette année avec l'apparition normalement aussi du CBD, comment vont se positionner toutes ces marques. Tout à fait. Parce que c'est aussi un gros enjeu. Alors, on parle de ces nouveaux arrivants. Avant d'y revenir, comment se situent donc les acteurs, les labos traditionnels de compléments alimentaires, qui ne sont pas forcément des grosses marques, mais en tout cas des marques reconnues. Comment garder leur positionnement sur le marché? Est-ce qu'on a intérêt à vendre? Clairement, il y a déjà 10 ans, on disait qu'il fallait plus concentrer le marché, parce que le marché était déjà trop rempli en réalité, avec beaucoup de marques, beaucoup de petits laboratoires, et qu'il fallait se concentrer. Est-ce qu'avec l'arrivée de ces futurs players, les actuels vont réussir à survivre, ou est-ce qu'ils doivent tout simplement penser à des alliances stratégiques? Alors c'est certain que tous ces grands mouvements qui se passent en ce moment dans le monde, ça va modifier le panorama du marché des compléments alimentaires, qui doit de toute manière se consolider parce qu'il est beaucoup trop éclaté. Hein. En France, on compte plusieurs centaines de laboratoires, c'est énorme hein, pour un marché comme celui-ci. Et donc la transition nutraceutique accélère les rapprochements. On peut citer dans la pharma Chiesi qui a racheté NHCO, qui est une des plus belles réussites des compléments alimentaires en pharmacie de ces dernières années. Bon bah ça illustre bien ce mouvement. Et donc les pure players qui sont dans le complément alimentaire depuis toujours, effectivement, ils ont du souci à se faire. Soit ils rejoignent le mouvement en étant rachetés par des boîtes qui veulent consolider, soit ils vont devoir encore plus affirmer leur différenciation, trouver vraiment leur chemin pour être différent de tous les autres pure players, mais aussi des nouveaux arrivants qui sont soit des startups, soit des multinationales qui arrivent avec des moyens colossaux. Donc là, plus que jamais, il faut être très très agile sur ce marché où les tendances évoluent très rapidement. D'accord. Alors moi, je suis, par exemple, une petite marque de compléments alimentaires. Ça fait 20 ans que j'existe, ou 10 ans, ou 15 ans, peu importe. Enfin, j'ai fait mon petit truc. Je viens vous voir. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que alors, je vais pas vous donner je vous laisse répondre. Après, je vais vous donner un exemple précis que j'ai en tête.
En fait, il faut vraiment, comme tout travail sur une marque, il faut vraiment travailler qu'est-ce que c'est que l'ADN de la marque d'un point de vue de son positionnement, de son historique de consommateur, de son expertise en termes de soit de promesses, soit d'ingrédients. Et il faut vraiment se renforcer sur ce qui fait les piliers de la marque. Donc, typiquement, quand une marque comme Pilège se spécialise dans le microbiote, ça c'est très pertinent parce que ils ont été les pionniers, ils ont fait de la clinique, ils sont très reconnus sur ce secteur-là, ça a beaucoup de sens. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les généralistes qui font un petit peu de tout parce que forcément, à un moment donné, vous allez vous faire attaquer par des gens qui seront plus pointus, plus spécialistes sur certains créneaux. Donc là, vraiment, la spécialisation devient de plus en plus importante ou alors avoir des aspérités très fortes dans son business model, dans sa façon de formuler les produits, dans sa façon de les promouvoir auprès de ses cibles, qu'elles soient grand public ou consommateurs. Il faut créer beaucoup d'aspérité. On peut pas juste dire je couvre les 12 principaux segments du marché et voilà. Non, ça marche plus parce que on peut pas être partout. On peut plus être partout. Il y a une intensité concurrentielle et en termes de marketing et de communication qui fait que vous n'êtes pas audible si vous êtes présent partout et si vous dispersez, si vous diluez vos investissements marketing communication. Oui, c'est clair que si on est présent partout, ça veut dire qu'on est peut-être faible un peu partout aussi, surtout. Exactement. Donc il faut choisir ses batailles. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a certaines startups qui l'ont bien compris et qui se lancent déjà sur une cible quasi unique des millennials, des jeunes consommateurs, pour essayer justement de rajeunir cette cible des consommateurs de compléments alimentaires qui a pas mal vieilli. Il y a des gens qui vont rentrer sur un angle comme la nutri-cosmétique parce que voilà, elles vont s'hyper spécialiser sur ce créneau de la nutri-cosmétique. Nutri-cosmétique qui est d'ailleurs un exemple de transition nutraceutique qui intéresse les géants de la beauté. Donc c'est un des autres secteurs qui est concerné par ce mouvement. Toutes les grandes marques de cosmétiques dans le monde aujourd'hui sont en train de regarder et de s'intéresser aux compléments alimentaires. Certaines l'ont fait dans le passé avec plus ou moins de succès comme L'Oréal avec Ineov, mais depuis, de nombreuses marques cherchent à acheter ou à créer des marques de compléments alimentaires parce que l'approche in and out devient incontournable sur le marché de la cosmétique. Oui, effectivement, c'est une tendance qui revient, même si elle a un peu souffert à cause du Covid l'été dernier, où on s'est plus concentré sur des produits immunité, et du coup, le portefeuille, le panier moyen, il ne commande pas non plus comme ça, mais c'est vrai que c'est une tendance qui fonctionnait bien, et ceux qui se sont positionnés dedans continuent, en tout cas pour les mieux positionner, d'améliorer, de développer leur vente. Je reviens sur si je suis un laboratoire de compléments alimentaires moyen, est-ce que je peux me dire, puisque les acteurs de la food viennent sur mon terrain, est-ce que moi j'ai mes compléments alimentaires, est-ce que je peux lancer ma marque de food en sachant que je pourrais alléguer en plus beaucoup plus facilement? Alors ça, c'est pas forcément une évidence parce que ça reste quand même des marchés assez différents et les marques ou en tout cas les groupes de food qui viennent sur le complément alimentaire, aujourd'hui, ils le font rarement sous les mêmes marques que celles qui distribuent des produits alimentaires en question. Donc généralement, c'est des business différents et c'est des marques différentes. On a encore aujourd'hui assez peu d'exemples de stretching pur d'une marque food vers du complément alimentaire. Ça se fait à travers des business units différentes. D'accord, donc il n'y a même pas de reconnaissance en fait de la marque. Effectivement, il n'y a pas d'association de marque sur ces marchés-là. Non, pas forcément. Alors qu'on pourrait penser intuitivement que ça a du sens de créer un complément alimentaire immunité qui s'appellerait Actimel, mais là on commence à stretcher la marque peut-être un peu trop fortement. Une marque qui vient de l'univers laitier, produits frais, food, sera pas forcément légitime sous forme d'une capsule ou d'un comprimé. D'accord, parce que je pensais effectivement le modèle des magasins bio qui se développe de plus en plus, on a de plus en plus de compléments alimentaires dans les magasins bio, et du coup pour une marque qui a développé son réseau via des distributeurs magasins bio, peut-être placer des barres de céréales, des biscuits, des pâtes, est-ce que ça peut être un modèle ou pas du tout? Ça peut être un modèle, mais je pense pas sous les mêmes marques. Parce que certains le font, être présent à la fois sur le food bio et sur le complément alimentaire. Des groupes comme Léa Nature font ça très bien, mais ils le font sous des marques différentes et sur des circuits potentiellement différents. Alors, on va parler j'ai une question qui concerne aussi directement donc le consommateur ou le prescripteur et donc les labos, in fine. Si des gros mastodontes envahissent,
c'est pas très gentil, mais en tout cas arrive sur le marché du complément alimentaire. On sait très bien que les fournisseurs d'ingrédients des laboratoires, donc et des distributeurs de compléments alimentaires, finalement, il y en a, mais c'est plus ou moins tous les mêmes. Que les labos, sur certains produits, négocient un volume pour avoir des prix, et que le façonnier, le fournisseur d'ingrédients, va lui fixer ses prix en fonction des demandes. Mais si demain le gros mastodonte arrive avec des demandes faramineuses, est-ce que le petit labo qui fonctionne avec son façonnier depuis des années, le façonnier va pas lui dire écoute, t'es gentil, mais là j'ai une grosse commande, j'ai trois grosses commandes, donc tu passeras après. Et est-ce que du coup ces petits labos vraiment, est-ce qu'ils peuvent résister à ça? Oui, parce que dans l'univers du façonnage, il y a des intervenants qui sont de toute taille et qui sont capables de répondre à des marques et des laboratoires eux aussi de toute taille. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la concurrence des fournisseurs comme on l'a toujours connu et comme elle existera toujours. C'est certain que plus vous avez des volumes à passer auprès de votre façonnier, plus vous êtes prioritaire et plus vous pouvez peser dans les négociations et dans les plannings. Mais ça, c'est valable aussi pour la cosmétique, c'est valable pour tous les métiers de sous-traitance. Il vaut mieux être plus gros pour être prioritaire, c'est certain. Et donc du coup, là pour ceux qui prescrivent des compléments alimentaires, ils peuvent s'attendre à être sollicités, à être formés par plein de labos qui vont leur envoyer des commerciaux, qui vont contacter des influenceurs, il y en a beaucoup qui nous écoutent d'ailleurs, d'influenceurs santé, qui sont approchés. J'ai des conversations hallucinantes tous les jours avec certains d'entre eux qui me disent mais il y a telle marque qui m'a contacté, qui veut que j'organise tel concours. Enfin, ça va devenir la jungle un petit peu, non ? Bah oui, bien sûr. C'est clair que tous les prescripteurs au sens large, donc à la fois les prescripteurs médicaux professionnels de santé et les prescripteurs au sens marketing, donc notamment les influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont en train de prendre de plus en plus de place, la communauté des influenceurs de la Nutra est en train de se développer. C'est encore assez jeune, contrairement à ce qui se passe dans le lifestyle et dans la beauté, mais ça se développe. Et donc forcément, ces gens-là, ils vont être sursollicités par des marques qui veulent avoir recours à leurs services pour se faire connaître soit des patients côté médecin, soit des consommateurs côté influenceurs, instagrammeurs et autres. Alors vous, comment vous accompagnez les marques? Est-ce que vous accompagnez toute taille? J'imagine que le discours change en fonction de la taille de l'entreprise qui vient vous voir parce que le marché n'est pas le même, les moyens sont pas les mêmes. Mais par exemple, clairement, un laboratoire qui aujourd'hui a 20 ans d'existence ou 10 ans et qui doit faire sa transition, qui vient vous voir parce qu'il sait plus trop où il a besoin. Vous savez que dans les petites PME, on est rarement au four au moulin, on n'est pas forcément au courant vraiment de ce qui va arriver. Est-ce que vous conseillez à ces labos d'avoir recours à des influenceurs, de recours à d'autres canaux, on va dire, de distribution? Bien sûr, et c'est ça qui est super intéressant dans notre métier et sur le marché en général, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs et de stratégies qui est très très large et qui fait que nous on travaille à la fois avec des startups qui sont en cours de création, qu'on va accompagner très très en amont sur leur positionnement, le choix des circuits de distribution sur lesquels aller et également le marketing à mettre en place avec des moyens qui sont restreints quand on démarre, mais on travaille également avec des multinationales qui cherchent à faire cette transition, qui connaissent pas du tout le marché des compléments alimentaires et donc on va être un peu leur chien d'aveugle parmi ces tendances et ces nouveaux marchés pour leur expliquer sur quel créneau aller, avec quel type de produit, quel type de positionnement, quelle stratégie commerciale en termes de circuit de distribution et quelle stratégie de communication pour toucher les cibles. Donc là aussi ça dépend énormément du positionnement de la marque, si elle est plutôt lifestyle grand public ou si elle est plutôt professionnelle de santé ou un mix des deux. Donc on a autant de stratégies imaginables que d'acteurs sur le marché. C'est vrai que vous devez pas vous ennuyer. Alors clairement, une grosse marque aujourd'hui qui arrive, un gros groupe qui arrive pour investir dans le secteur des compléments alimentaires, est-ce que vous conseillez déjà de racheter un labo en place, de se rapprocher avec un labo qui a déjà sa base de données clients, une philosophie d'entreprise et qui se dit peut-être oh là là, les années qui viennent je vais pas pouvoir assurer. Est-ce que vous avez cette stratégie de conseiller, de mettre en relation un gros arrivant avec déjà un acteur qui est plutôt qui se pose des questions?
Oui, alors nous, dans notre panel d'activités d'expertise, on a une activité qui accompagne la croissance externe des laboratoires, donc pour faire ce qu'on appelle du deal sourcing, c'est-à-dire identifier des cibles d'investissement et d'acquisition pour des industriels, mais aussi pour des fonds d'investissement. Donc ça, on est capable de les accompagner dans cette stratégie de croissance externe, trouver les bonnes cibles, trouver les bons créneaux, les bonnes tailles, mais on peut aussi les accompagner sur la création d'un business from scratch, parce que on va considérer que le laboratoire a suffisamment d'atouts, suffisamment de savoir-faire à capitaliser pour créer un business de complément alimentaire. Donc, j'ai pas d'exemple en tête, mais un laboratoire pharmaceutique qui aura un gros savoir-faire dans une certaine catégorie de plantes, on pourrait imaginer créer un concept autour de cette plante parce que on sait qu'elle va être très intéressante à développer sur des marques de compléments alimentaires. D'accord, très bien. Alors, j'ai une question maintenant. Je suis McDonald's. Ouais. Je les cite, hein. C'est pas pour manger chez eux gratuit après, hein, franchement. Mais et je me dis, bah tiens, c'est pas mal quand même ce marché de la Nutra. Je vais sortir ma gamme de compléments alimentaires spécial minceur. Vous me conseillez quoi? Alors là, je pense qu'on part de trop loin. C'est-à-dire que pour opérer sa transition nutraceutique, il faut quand même avoir une certaine légitimité sur le marché de la santé, sur le marché du bien-être. Et c'est vrai que quand on part d'une marque de fast-food ou même d'un produit alimentaire plutôt orienté plaisir, on va le dire, gourmandise, comme on dit de façon politiquement correcte, on a du mal à aller sur des créneaux qui sont trop santé. C'est pas forcément légitime. Après, ça peut se faire par étapes intermédiaires et c'est d'ailleurs ce que font tous les géants du fast-food, c'est que à défaut d'aller sur la Nutra, ils vont aller sur de l'alimentation un peu plus saine et un peu plus durable. Donc notamment, ils vont aller sur une tendance de végétalisation de l'alimentation. Donc c'est tout le développement des burgers véganes et autres qu'on peut voir apparaître dans ces chaînes de fast-food. Ça, c'est une forme de transition que je qualifierais plutôt d'alimentaire et de nutritionnel qu'on accompagne d'autre part chez Nutrikeo, sans aller forcément sur de la transition nutraceutique où là, on cherche plutôt à aller sur des produits à forte valeur ajoutée santé. Oui, bien sûr. Donc, c'est effectivement, vous avez compris le sens de ma question, Grégory. C'était tout le monde ne peut pas y aller, tout le monde n'a pas légitimité à arriver sur le marché des compléments alimentaires. Quoique s'ils y arrivent avec une marque un peu cachée, peut-être que le consommateur ne se rendra pas compte. Et aussi, on voit aussi sur le marché, vous parliez de la nutraceutique tout à l'heure, il y a aussi de très beaux packaging. On voit sur les réseaux sociaux ce souci d'image et donc de fournir de belles images. Et donc, on va carrément faire des shootings de boîtes ou de pilules comme si c'était Vogue magazine. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des marques comme ça qui sont pas positionnées un peu dans le luxe ou des marques de parfums qui pourraient arriver sur ce créneau des compléments alimentaires avec un petit cachet un petit peu plus exclusif? Tout à fait. Alors c'est un très bon point et moi je suis assez convaincu que ça va s'accélérer, même si on a commencé à le voir, mais de façon assez timide pour l'instant. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que le complément alimentaire, c'est un des rares produits de consommation qui est présent sur la totalité des circuits de distribution. C'est assez impressionnant, mais on trouve des compléments alimentaires sur Internet, en pharmacie, en GMS, en parfumerie, en magasin bio, en vente à domicile. Donc c'est une diversité de circuits et donc de positionnement qui est très très large. Et moi je suis convaincu que le circuit dit sélectif, dans lequel on va retrouver les concept stores type Le Bon Marché et les parfumeries type Sephora, demain vont vendre beaucoup plus de compléments alimentaires. D'ailleurs, Sephora a commencé à le faire en distribuant la marque M Skincare et en créant sa propre marque MDD Sephora. Donc, c'est une gamme de gummies qui illustre donc la transition nutraceutique d'une chaîne de distribution comme Sephora. Ça, je trouve ça super intéressant. Et demain, les grandes marques de la beauté mondiale qui vont opérer ce mouvement vers le complément alimentaire, elles le feront aussi avec des marques très luxe, très premium. On a commencé à voir des concepts aux États-Unis comme Lima. Vous pourrez regarder LYMA. C'est un concept très 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 haut de gamme, très premium. On commence à voir ce genre de produit à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros le packaging, avec des codes à la fois dans la formulation, dans le packaging, dans le marketing, qui sont directement inspirés du luxe et de la cosmétique. Ah, c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. Donc on voit que la course est lancée. Ça y est, ça peut arriver de partout. Ça peut arriver donc des labos, ça arrive des grosses marques de food, ça peut arriver donc des acteurs qui viennent peut-être aussi du luxe. En fait, finalement, comme c'est pas non plus très très difficile de sortir sa marque de complément alimentaire,
Déjà en marque blanche, c'est quand même assez accessible, hein, disons-le, comme beaucoup de produits d'ailleurs, mais en tout cas, là, ça concernait la santé. On pourrait s'imaginer que c'est un peu plus compliqué, mais en fait, bon, pas tant que ça, j'ai envie de dire. Donc, beaucoup d'acteurs à forte notoriété, à forte capacité d'investissement et avec aussi une grosse base de données en affinité avec ces produits, pourraient demain arriver sur le marché des compléments alimentaires et de la nutraceutique. Complètement, et avec autant de diversité d'expression même visuelle, vous l'évoquiez tout à l'heure. Je trouve que jusqu'à présent, d'un point de vue ne serait-ce que du design et des packaging, le marché des compléments alimentaires était assez peu innovant. On retrouvait toujours un peu les mêmes flacons, les mêmes étiquettes blanches, un peu les mêmes codes plutôt pharmaceutiques. Et là aujourd'hui, tout ça est en train d'exploser complètement, notamment sous l'impulsion des DNVB qui ciblent les millennials, mais aussi sous l'impulsion des marques de luxe qui sont en train d'arriver, des marques de la cosmétique. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que on a une vraie créativité visuelle, graphique, qui est en train d'arriver sur le marché des compléments alimentaires, parce qu'il ne faut pas oublier, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça reste un marché qui est quand même un marché de marketing, qu'on le veuille ou non, c'est un business qui est très marketé, mais toujours avec cet équilibre marketing, science et réglementation. C'est l'espèce de triptyque à respecter. Alors, les marques plus lifestyle, elles vont être plus tournées vers le marketing. Les marques plus médicales vont être plus tournées vers la science. Mais le mix de tout ça, ça crée quelque chose de très, très créatif. Merci beaucoup Grégory Dubourg, président de l'agence Nutrikeo. Vous êtes du côté de Bordeaux. Alors pour plus d'informations, si vous voulez, nutrikeo.com, Nutrikeo avec un K. Grégory, juste une dernière question avant de se quitter. Comment vous imaginez le marché, comment il va évoluer ce marché? Là, on est en pleine course. Cette course, ça va se terminer, se stabiliser dans combien de temps, vous pensez, en France, en Europe, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? On est parti pour 30 ans? Je pense qu'on est parti pour plusieurs décennies et que la course n'est pas prête de s'arrêter, puisque les compléments alimentaires sont en train de s'inscrire dans la durée et dans le quotidien de tous les Français. Il y en a pour toutes les cibles, tous les goûts, tous les pouvoirs d'achat, toutes les stratégies. Donc je suis curieux de voir comment tout cela va évoluer, mais ça va continuer de grandir, c'est certain. Un feuilleton passionnant, donc pour une industrie qui grandit, et Dieu sait si on en entend tous les jours sur les compléments alimentaires. Donc merci beaucoup Grégory, à très bientôt sur Nutricast, émission à retrouver donc sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À très bientôt, à très vite sur Nutricast. Merci.